Bonsoir, bienvenue dans Une semaine dans le monde. C'est toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Et ce vendredi, nous sommes avec Laure Simoes. Bonsoir Laure, directrice éditoriale pour Cartooning for Peace, une organisation, on le rappelle à nos téléspectateurs, qui a été fondée par Plantu et Kofi Annan et qui rassemble près de 150 dessinateurs à travers le monde entier et qui luttent pour la liberté de la presse, pour la liberté d'expression. Ziad Imam, bonsoir Ziad, directeur du mensuel Afrique Magazine. Yvan Réoufol, bonsoir Yvan, éditorialiste au Figaro, on peut vous lire tous les vendredis, animateur du blog Liberté d'expression, auteur du Point sur les i, c'est aux éditions de Passy. Alberto Toscano, bonsoir Alberto, correspondant à Paris pour le quotidien Italia Oggi. Alors la France a rendu hommage ce vendredi, vous le savez, aux 130 victimes et 350 blessés des attentats de Paris. Une cérémonie extrêmement émouvante qui a eu lieu dans la cour d'honneur des Invalides, en présence du chef de l'État, évidemment François Hollande, du gouvernement français, des élus de droite, de gauche, et en présence des familles des victimes. Pour la première fois, ces 130 victimes qui ont porté un nom, un visage. Aujourd'hui, la nation tout entière, ses forces vives, pleure les victimes. 130 noms, 130 vies arrachées, 130 destins fauchés, 130 rires que l'on n'entendra plus, 130 voix qui à jamais se sont tues. Ces femmes, ces hommes incarnaient le bonheur de vivre. C'est parce qu'ils étaient la vie qu'ils ont été tués. Ziad Imam, vous l'avez suivi aussi cette cérémonie émouvante, très sobre. Vous l'avez vécu comment cette matinée comme un nécessaire et obligatoire moment d'émotion et d'émotion nationale. Je sais qu'il y a eu quelques critiques à gauche et à droite, il y a eu une ou deux familles qui se sont opposées. Je veux dire, pourquoi pas, c'est un pays de liberté, malgré tout. Mais je pense qu'il y a besoin de ce genre de moment très solennel où on peut chacun apporter sa propre émotion. Et je pense que là, on est au-delà de la politique. Je pense que le président de la République est le président de la République, que les élus sont les élus, que chacun est dans un rôle, j'allais dire, à la fois institutionnel et thérapeutique. Parce qu'il y a besoin, il y a besoin de thérapie. Il y a besoin que les gens sortent de ce moment d'une manière ou d'une autre et qu'ils aient la sensation que la nation, quand même, est une espèce de cocon relativement protecteur pour les gens. Ça, c'est très important. Est-ce que vous aviez mis un drapeau français à votre fenêtre? Eh ben alors, pour vous dire toute la vérité, je ne l'ai pas trouvé. Je fais partie des gens qui ont cherché un drapeau français hier après-midi et je ne l'ai pas trouvé. Et pour vous dire la deuxième vérité, si j'avais pu trouver une Marianne, j'aurais mis une Marianne. À la place du drapeau français? Peut-être pas à la place, mais si j'avais trouvé une Marianne, pour moi, c'est quelque chose qui me parle de manière peut-être plus précise, je sais pas. Yvan Réoufol, vous l'avez vécu comment, vous, cette matinée, cette cérémonie? De la même manière, c'était extrêmement émouvant. On pouvait pleurer, et on pouvait pleurer d'entendre d'ailleurs ces jeunes femmes chanter du Brel et du Barbara. C'était ça que je pensais à l'intitulé qu'il y aurait peut-être eu quand même quelques fausses notes, si je puis dire. Et au contraire, c'était très bien vu de faire venir ces chansons qui s'adressaient à une jeune génération, 35 ans d'âge moyen, a dit le président. Et avec surtout une très grande sobriété, une très grande pudeur. Je redoute, en général, ces grandes effusions nationales où chacun s'épanche et essaye de faire de la communication. Là, il n'y a pas eu de communication. Je trouve que non, il n'y a vraiment rien à dire. C'était un sans faute. Et encore une fois, avec beaucoup de sobriété, beaucoup de brièveté d'ailleurs, parce que la cérémonie était prévue 1 heure, n'a duré que 3 quarts d'heure, un peu plus de 3 quarts d'heure. Et le discours de Hollande, dans le fond, n'en a pas fait trop, Dieu merci. Il n'a pas été non plus dans le sanglot. Tout le monde est bien sûr totalement effondré, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et non, c'était une très bonne chose. Mais on sait aussi très bien que Hollande est parfaitement adapté à ce genre de situation. Il sait faire ça. Vous aviez un drapeau français à votre fenêtre? Je n'avais pas de drapeau français et j'ai regardé autour de moi dans les rues avoisinantes, il y a très peu de drapeaux français. Il y en avait très peu, c'est vrai, dans les rues de Paris. Parce que je crois que là, ça a été quand même une sorte d'erreur de communication, il me semble. Je n'ai rien contre le drapeau français, vous l'imaginez bien. Mais de voir cette gauche qui, pendant très longtemps, a godeluré sur les couleurs, sur la nation, etc., et se réveiller un peu tard en disant qu'il serait peut-être temps maintenant de parler de la nation et de mettre des drapeaux français, etc., je pense que ça n'a pas leurré une partie des Français qui ont bien vu qu'il y avait là quand même une récupération un peu facile. Alberto, tout d'abord sur cette cérémonie ce matin. Cérémonie extraordinaire, un moment d'unité de la nation et plus que de la nation.
parce que je pense à cette jeune fille italienne qui est morte au Bataclan, Valeria Solesine, et à la dignité de sa famille, à la fois en Italie et en France, parce qu'ils étaient là à la cérémonie, et se sont comportés de façon exemplaire. Et toutes les familles se sont comportées de façon exemplaire. C'était un moment extraordinaire d'unité nationale. Et c'est la raison pour laquelle, et j'anticipe votre question, je n'ai pas mis un drapeau français à ma fenêtre, parce que cette unité nationale, si magiquement retrouvée dans la tragédie, était dans le cadre d'une plus grande unité européenne. Il y avait des victimes de 18 nationalités. Aujourd'hui, ça a été un moment réussi aussi parce que c'était un moment de deuil international, européen. J'aurais mis un drapeau européen si je l'avais trouvé chez moi, mais j'en ai un qui est trop petit. Il y avait aussi, mis à la fenêtre. Il y avait aussi des gens... Il y avait un violoncelliste algérien. Enfin, je veux dire, je vois l'idée, mais c'est global. Hein. Je pense que ça a traversé les frontières. Ça a été vraiment une cérémonie extraordinaire. Je pense que ça a été le meilleur discours de François Hollande depuis qu'il est à l'Élysée. Laure? Alors moi j'ai malheureusement pas pu la suivre en direct, donc je découvre en même temps qu'on les voit les images. Quant à savoir s'il fallait arborer un drapeau à son balcon ou pas, je rejoins assez la sensibilité d'Alberto sur le drapeau européen. Vous auriez préféré. Ziad, maintenant il faut battre l'ennemi, si l'on en croit François Hollande. On est en guerre. François Hollande a été à Washington, il était également à Moscou pour mettre sur pied une grande coalition internationale. On a le sentiment qu'il n'a pas obtenu grand-chose de Barack Obama, au final, à la fin de cette semaine. Et plus peut-être de Vladimir Poutine. Non, parce que Poutine a beaucoup de choses à gagner pour essayer d'affaiblir un peu ce blocage américain. Non, ce qu'on a découvert, c'est qu'on s'est mis en guerre, ce qui est très bien. Moi, je suis pas un fanat du terme guerre. Je trouve qu'il englobe trop de choses, que ça permet beaucoup de choses, de changer les alliances à la dernière minute, de ne pas parler du fond, et en particulier de comment faire la guerre quand on n'a pas cette alliance dont on a besoin. Chacun a des intérêts divergents sur l'affaire d'État islamique. Les Américains ont une position, les Russes ont une position, les Turcs ont une position, les Iraniens ont une position, les Irakiens ont une position. Ce qui fait que ce mouvement qui devrait être, encerclé sur son propre territoire, qu'il essaie de constituer en califat, joue sur toutes ces contradictions, ce qui lui donne un petit peu d'air. Et évidemment, on n'arrivera jamais à une coalition globale tant que Washington et Moscou ne se mettront pas d'accord sur le sort de Bachar el-Assad, sur la Syrie d'après, sur quelle opération militaire, etc. Donc c'est ça la grande difficulté auquel est confronté François Hollande, c'est comment faire la guerre dans le cas d'une coalition qui n'est pas une grande coalition globale, et comment amener les acteurs locaux, qui à mon avis ont une importance essentielle dans la résolution du conflit syrien, irakien, État islamique, comment amener les acteurs locaux à un minimum d'entente. Je veux dire, on arrive quand même à une situation cette semaine où l'aviation turque, excusez-moi du terme, descend un chasseur russe. C'est extrêmement... on voit à quel point les contradictions de la région... quel terme ? Descend. C'est un peu... Voilà, mais c'est vraiment ça. Et là, on est quand même au cœur de toutes ces contradictions qui font que l'État islamique a une petite marge de manœuvre parce qu'il y a des gens qui ont des intérêts divergents. Alors on va écouter justement Vladimir Poutine et je vous donne la parole, Yvan Réaufol. L'armée syrienne et le président Assad sont nos alliés naturels dans le combat contre le terrorisme. Je pense que le sort du président de la Syrie devra être entièrement dans les mains du peuple syrien. Et on écoute à présent Laurent Fabius, c'était ce matin chez nos confrères de RTL. Aussi qu'il y ait des forces au sol. Les forces au sol ne peuvent pas être les nôtres, parce que ce serait complètement contre-productif, mais les forces au sol doivent être à la fois des forces syriennes de l'armée libre, des forces arabes, sunnites, et pourquoi pas des forces du régime. Yvan Réaufol, il y a une inflexion là quand même de la politique française. Autant Barack Obama reste quand même sur ses positions. Pas question que Bachar el-Assad fasse partie de la transition politique. La Russie reste également sur ses positions. On a entendu Vladimir Poutine. Pas question de lâcher Bachar el-Assad. Nous, on a une position un peu plus fluctuante et qui a l'air d'aller vers la position russe, même si Laurent Fabius, en fin de journée, a un peu rectifié ses propos en disant coopération avec l'armée syrienne, oui, mais dans le cadre d'une transition politique crédible. Donc on assiste en fait en direct à une improvisation d'une diplomatie. Et donc c'est très inquiétant parce que l'on voit qu'il y a eu quelque chose d'irréfléchi et on voit maintenant le chef de la diplomatie française nous dire qu'à la fois
Il veut bien garder comme allié l'armée syrienne libre, dont on se demande d'ailleurs si elle n'est pas passée un peu de l'autre côté de la barrière, et en même temps avoir comme allié l'armée gouvernementale, qui, et toutes les deux étant présumées se faire la guerre. Donc on ne voit pas très bien comment deux alliés qui essayent de s'autodétruire vont pouvoir se réconcilier aujourd'hui autour de Laurent Fabius. On voit bien qu'il y a là une incohérence qui profite, alors bien sûr je suis d'accord avec Ziad, qui profite à Daesh malheureusement, mais cette incohérence profite parce que d'abord, de mon point de vue, je n'entends que François Hollande déclarer qu'il est en guerre. Nous sommes tout seuls à être en guerre contre Daesh. Les autres pays n'emploient pas ce terme-là. Les Américains ne l'emploient pas, les Anglais non plus, les Allemands non plus, les Italiens non plus, les Espagnols non plus. Donc je ne vois pas très bien comment... Est-ce que c'est une erreur? Je vous pose la question parce que hier j'entendais Mathieu Guidère chez nos confrères de France 2 qui est spécialiste du terrorisme et qui disait aujourd'hui c'est une erreur d'aller bombarder l'organisation de l'État islamique en Syrie parce que plus on bombardera, plus on aura du terrorisme chez nous. J'entends bien cet argument. Je ne pense pas que ce soit une erreur de se défendre quand on est attaqué, mais je vois qu'il y a aussi malgré tout une diversion à vouloir croire que l'ennemi est simplement à Raqqa. L'ennemi, il y a une guerre qui est déclarée par l'islamisme radical et par l'État islamique, mais l'État islamique a également ses armées de l'ombre, c'est ce terme qui a été employé par le ministre de la Défense, en France même, au cœur même de certaines cités. Et donc faire la guerre à Raqqa en pensant que l'on va liquider les armées de l'ombre qui tuent des gens en France, me paraît être quand même une diversion. En fait, ce que vous dites, c'est qu'il y a deux guerres à mener, une en Syrie et en Irak, et une aussi sur la territoire français. Je dis surtout qu'il y a une guerre prioritaire à mener en France d'abord, et ensuite en Syrie et en Irak. Or, je pense que pour l'instant, on assiste simplement à une sorte de diversion, en effet, où tous les regards aimeraient être portés sur ce qui se passe en Syrie pour faire oublier ce qui se passe en France. Alberto Toscano, un mot, je vais vous faire réagir à ce que dit Yvan Riofel, mais quand même un mot sur, sur les Européens, parce que là, c'est vrai qu'on voit vraiment la France en pointe de ce combat. Les Italiens, François Hollande a reçu Matteo Renzi cette semaine. Matteo Renzi, il a dit, écoutez, nous, on est prêts à vous aider un peu, à faire quelques vols de reconnaissance au sud de la Syrie, mais on n'ira pas plus loin. Il n'y a aucune aide, finalement, d'un point de vue logistique de nos alliés européens. Je pense que s'il y a une coalition, on prend la décision ensemble et on choisit ensemble le rôle de chacun. Sinon, ce n'est pas une coalition, sinon c'est la France qui commande et les autres qui vont derrière. Mais elle ne veut pas un grand rôle, l'Italie, en l'occurrence, dans cette guerre. L'Italie a dit, de façon, je crois, assez claire, qu'elle était prête, entre autres, à faire en sorte qu'une partie des troupes françaises qui se trouvent à l'étranger, par exemple au Liban, mais aussi ailleurs, soient remplacées par des militaires italiens et soient libérées pour faire d'autres choses. Donc, il y a là un engagement parmi d'autres que l'Italie est prête à prendre. Ce que l'Italie n'est pas prête à faire, c'est le choix du gouvernement italien, de bombarder la Syrie. En effet, cette situation de bombardement en Syrie a lieu dans un contexte de confusion, comme Yvan Riofel le disait tout à l'heure. Et il faut une ligne précise. On a déstabilisé la Libye sans savoir ce qu'il y aurait eu après. Et le résultat a été que la déstabilisation en Libye s'est propagée au Mali et on a dû intervenir au Mali. Maintenant, on a cru pouvoir déstabiliser la Syrie en jouant à l'exportation de la démocratie, et le résultat, on l'a sous nos yeux. Donc ce que disent les Italiens, si on a fait suffisamment d'erreurs, on ne va pas encore aller en faire je crois, en Syrie. Justement, les Italiens, est qu'il y a besoin aujourd'hui d'une ligne bien claire, concertée, et qu'une alliance est construite et bâtie sur une politique. S'il n'y a pas une politique commune, il est bien difficile de créer les bases d'une alliance opérationnelle efficace. Laure, vous avez des dessins? Oui, toute une série de dessins, à commencer par ce dessin du Marocain Khalil Gueddar pour le journal Al-Asr, où on voit effectivement le président Hollande en capitaine du porte-avions Charles de Gaulle qui est parti de Toulon en début de semaine, à la proue donc de cette coalition plus que complexe pour mener cette guerre contre Daesh. Alors on voit vraiment un dessin ultra noir avec ces têtes de mort qui représente l'État islamique et cette espèce de fond complètement macabre. Et puis un Hollande bien solitaire sur cet énorme porte-avions. Alors pour justement faire un petit retour sur ce ballet, tous ces voyages que le président français a fait cette semaine, a commencé donc par Barack Obama à Washington, Hollande qui tient Poutine, qui tient Bachar el-Assad par le bras. J'ai
amené un ami, dit-il à Barack Obama. Bon, alors, il vaut mieux un petit peu rire dans ces moments difficiles. Je dois dire que j'ai pas mal souri en regardant ce dessin. Un autre dessin de Faro, dessinateur français, qui réinterprète le fameux I Want You de l'oncle Sam. Alors on voit au bout du doigt de Barack Obama un Hollande bien en peine. Cet autre dessin de Patrick Chapat, toujours très décalé, mais en même temps tellement fort. Il nous faut les forces au sol, hein, les fameuses boots on the ground, disent les militaires en anglais. In Saint-Denis, Drancy and Montreuil, hein, n'est-ce pas? Il s'agit pas d'intervenir ailleurs, ça rejoint un petit peu peut-être ce que voilà, Yvan disait tout à l'heure, avec un espèce de Hollande complètement dépité, tant la situation est complexe. Cet autre dessin du dessinateur canadien Bado, Coalition en Syrie. Alors voilà, on voit à quel point c'est tout sauf une coalition qui se joue là, puisque chacun pointe des cibles différentes entre Barack et Obama et Vladimir Poutine. Cet autre dessin de Firouzeh, dessinatrice iranienne, on faisait référence justement à cet avion turc abattu, russe, pardon, abattu par l'aviation turque. Par l'aviation turque, cette dégringolade qui complexifie encore davantage cette espèce de poudrière. Ça finit par être un petit peu difficile, hein, de comprendre toutes ces alliances. Enfin, on les comprend, mais voilà. Un dessin d'Hassan Blebel, dessinateur libanais, combattre le terrorisme. Alors là, on voit bien toute la complexité de cette coalition que les gens préfèrent maintenant plutôt appeler coordination contre l'État islamique, pour être un peu plus prudent étant donné la forme que les choses prennent. Donc on voit Erdogan, Barack Obama, François Hollande, Vladimir Poutine, Rouhani qui tentent de se donner la main tant bien que mal, mais chacun part dans des sens différents. Donc ça va pas tenir, on sent bien que ça va pas tenir longtemps. Et pour terminer, un dessin un peu plus caustique de la dessinatrice libanaise Soa, où on voit donc un Hollande qui, tant bien que mal, s'agite, coalition vers Obama, coalition vers Merkel, coalition vers Poutine. Est-ce que tout ça ne va pas finir par une collision pour la France? Pour une collusion. Collusion. Allez, oui. Dommage. L'avenir le dira. Le rappel des titres dans un instant, et puis la seconde partie de notre semaine dans le monde. J'ai pas un programme très gai encore pour la suite, puisqu'on va parler de l'attentat qui a visé Tunis. À tout de suite.